Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois David Bernard d'Assess First, qui est cofondateur de la société Assess First, qui va intervenir sur un sujet intitulé «Est-ce que 2022 va changer à votre façon de recruter et manager vos équipes?» Bonjour David. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, à tous. Est-ce que tu veux rapidement te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Donc, je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail de formation et je suis en effet le fondateur d'Assess First, donc une société que j'ai créée en 2002, donc en sortant de la fac, 30 jours après être sorti de la fac, parce que voilà, j'ai toujours été passionné par toutes les questions liées à l'évaluation, au potentiel et autres. Et donc, Assess First, qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est une société qui est spécialisée dans le recrutement prédictif. C'est une société de la HR Tech. On propose une solution, en gros, qui va permettre d'évaluer le potentiel des individus et qui peut être utilisée soit pour recruter mieux, soit pour accompagner le développement et le management des talents. Voilà. Ça marche. Eh ben, écoute, je te laisse la main, je te laisse démarrer, et puis on prendra les questions au fur et à mesure de l'intervention. Avec plaisir. Merci Christophe. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc l'objectif en effet, c'est d'essayer de faire un petit fast forward, de se projeter un petit peu, alors pas beaucoup, 3-4 mois simplement, mais d'essayer de comprendre en quoi 2022, ça va changer de manière. Alors, plus ou moins, je crois qu'il y a ton micro qui est ouvert et que ça. Ouais, c'est top. Et en quoi 2022 donc, va changer de manière plus ou moins radicale en fonction d'où vous êtes aujourd'hui, votre façon à la fois de recruter, mais également de manager les talents. Je crois que ça. Et Christophe, je crois que ça résonne encore. Attends, Enfin, je suis le seul à entendre de l'écho ou pas? Si je suis le seul, c'est pas grave, je vais faire avec. Oui, il y a encore un écho. Non, c'est bon. Bon, ok, bon, allez. Bon, on y va. Donc, l'objectif, encore une fois, voir comment 2022 va impacter votre manière de recruter et de manager vos équipes. Donc, si on veut comprendre ce qui va se passer en 2022, c'est fondamental, hop, de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de voir qu'est-ce qui s'est passé les 18 derniers mois. Donc, quand on regarde en fait cette fameuse crise Covid, comme on l'appelle, on se rend compte qu'elle a énormément changé notre manière de travailler. Elle a tout bouleversé quasiment d'un seul coup. Je me souviens, c'était, je ne sais plus, le 15 ou le 17 mars 2020, je crois. On est passé de nos open space à tous à travailler plus ou moins en remote. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été un phénomène global. Alors, bien évidemment, on dit parfois, oui, tout le monde n'a pas été concerné par le sujet. Fine, c'est vrai, mais c'est quand même 10 millions de personnes en France qui ont été concernées. C'est-à-dire qu'on a un tiers de l'ensemble des actifs, en gros, qui sont retrouvés dans cette situation-là. Ce qui s'est passé également, c'est que on s'est rendu compte de certaines choses aussi avec ces périodes de confinement successifs. En particulier, notre rapport, par exemple, au transport en commun. Ce qui nous semblait normal, par exemple, passer 2 heures de transport chaque jour à Paris, on a commencé à se questionner, à se dire, non mais attends, 2 heures par jour, ça fait 10 heures par semaine, ça fait 40 heures par mois, ça fait plus de 400 heures par an, 440, je crois, un truc comme ça, soit 17 journées de 24 heures entières qu'on consacre de notre existence, de notre humanité, à faire des allers-retours, alors qu'en fait, on peut très bien bosser depuis chez soi. Ce qui a changé également, c'est les outils qu'on a utilisés et aussi notre manière de collaborer, de coopérer, de travailler en équipe. Donc, ce qui est intéressant, là aussi, il y a une petite stat marrante, c'est que quand on cumule en fait toutes les réunions qui ont été faites en Zoom par Google Meet, Microsoft Teams et Cisco WebEx, c'est 775 millions de personnes, de participants en 2020 dans le monde, chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 3/4 d'un milliard de personnes qui sont connectées. Et sachant que, pour la petite histoire, les entreprises en moyenne utilisent 3 de ces outils de collaboration. Notre manière de nous organiser également, notre manière de travailler, de gérer notre temps. Donc, les personnes en remote, là aussi, il y a une petite étude qui a été réalisée, on se rend compte qu'elles travaillent plus. Elles travaillent 3/4 d'heure, 48 minutes en plus par jour par rapport à quand elles travaillent en présentiel. Donc, c'est une petite augmentation du temps de travail, mais en même temps, c'est une hausse énorme de la productivité, 31%. Donc là aussi, une étude conjointe réalisée par MIT et Harvard, donc, qui a mis en évidence que les personnes en remote sont
31%, soit près d'un tiers plus performantes que lorsqu'elles travaillent dans les bureaux. Et alors on se dit, voilà, elles travaillent un peu plus, elles sont vachement plus performantes, et du coup, eh ben, en plus elles en redemandent. C'est-à-dire 86% des personnes qui ont été en télétravail souhaitent poursuivre le télétravail. Pas forcément en 100%, hein. Après ça varie, ça va de 1 jour à 5 jours par semaine. Je crois que la moyenne c'est 3 jours, quelque chose comme ça, je crois, qui est souhaité le plus. Donc, il y a enfin un dernier phénomène qu'on a pu observer, eh bien, c'est la montée en puissance ce qu'on appelle les travailleurs nomades. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui ont profité aussi de ce changement de paradigme, on va dire, pour expérimenter peut-être le fait d'aller travailler pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, 2 mois. Depuis, ça peut être, je sais pas, ça peut être Barcelone, ça peut être depuis la Finlande, nous, on a des gens chez Assesseurs qui sont partis à Berlin, à Ibiza, aux Canaries, qui sont partis un petit peu partout, ou encore en Grèce. Et donc, on pourrait se dire, ouais, mais ça, c'est un phénomène un peu encore peut-être marginal. Il faut bien se dire qu'aux États-Unis, alors on n'a pas les chiffres en France, mais si on regarde aux États-Unis, par exemple, c'est déjà près de 11 millions de ce qu'on appelle nomades numériques qu'il y avait en 2020. Et ça, l'air de rien, c'est quasiment 7% du total de toute la workforce aux États-Unis, ce qui commence quand même à être un peu significatif. Donc, alors, ce que ça veut dire tout ça, c'est quoi? C'est que quand ça s'est bien passé, eh bien, on se rend compte que souvent, le télétravail, ça a été le synonyme de davantage de confiance dans la relation avec les collaborateurs, avec l'entreprise, et aussi davantage d'autonomie. C'est-à-dire que les personnes ont pu découvrir la possibilité de travailler peut-être en s'organisant plus par elles-mêmes, d'avoir moins de contraintes. Mais dans un même temps, pour d'autres personnes, ça a été quelque part comme un peu un wake-up call, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, mais purée, pour rester poli, purée, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que vraiment ma vie, elle me correspond? C'est-à-dire que les gens se sont tous dit, OK, je vois comment c'était avant, je vois comment c'est maintenant, j'essaye de me projeter, voir comment ça va être après. Et en gros, il est hors de question que mon après, le fameux monde d'après dont on nous rebâche les oreilles, ressemble au monde que j'avais avant. J'ai pas envie de me retrouver encore à me retaper ces 2 heures de trajet quotidien. J'ai pas envie de subir ces réunions à rallonge. J'ai pas envie d'avoir mon petit chef qui est au-dessus de mon épaule ou derrière mon écran 24/24. Et donc, du coup, on se rend compte que chez chacune et chacun d'entre nous, quelque part, d'une manière ou d'une autre, ça a changé nos standards. À un moment donné, on s'est dit, bon, allez, il y avait l'avant, il y a comme ça se passe maintenant, et je n'ai plus envie de subir certaines choses. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que si nous, ça nous est arrivé, à nous toutes, à nous tous, les candidats, c'est exactement la même chose. En fait, cette crise Covid, elle a fait naître de nouveaux besoins, elle a fait naître de nouvelles attentes, elle a fait émerger de nouveaux standards. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est justement vous donner quelques conseils pour rester justement dans la course en 2022. Alors, comme vous allez voir, ce n'est pas de la rocket science. Alors, si vous vous attendez à, je ne sais pas moi, sur quel job board il faut poster ou quelle est la meilleure stratégie de communication pour attirer des candidats, c'est pas ça que je vais vous filer ce matin. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être plus intéressant de travailler sur les choses véritablement fondamentales. Parce que quand on parle d'attractivité, quand on parle justement de capacité à attirer les talents, on se rend compte que faire du cosmétique, ça sert à rien. Mais tu vas quand même donner quelques tips justement d'attractivité. Oui, carrément, carrément. En fait, l'objectif, c'est. Mais si tu veux, le truc qui est ça, c'est plutôt que de travailler sur des petits moyens, des petits trucs un peu, des petits win-win court terme, hein, des petits quick win court terme, c'est vraiment de se dire, tu sais, c'est comme quand tu es malade, quoi. C'est se dire, OK, tu fais quoi? Tu mets un pansement sur ta gorge parce que tu as mal à la gorge, ou alors vraiment, tu vas changer des choses peut-être un peu plus fondamentales dans ta manière de vivre pour justement éviter que ça t'arrive, quoi. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, moi, c'est de faire ou de refaire de l'entreprise un espace de sens. Alors, on peut se dire, wow, what the fuck, c'est quoi le rapport avec le recrutement? Mais en fait, on va voir que c'est juste hyper fondamental, et notamment vu comment cette crise a impacté le mindset des individus. Encore une fois, ce que je vous disais en intro, bien sûr, on sait tous qu'il y a une crise sanitaire, mais au-delà d'une crise sanitaire, ce qu'on a vécu, c'est une véritable crise existentielle pour les individus. Ils ont remis en jeu, ils ont remis en question pas mal d'aspects justement de leur mode de fonctionnement, de leur existence. Et s'il faut bien comprendre un truc,
c'est que d'un point de vue purement psychologique, on a tous un besoin fondamental de trouver du sens, de trouver ce qu'on appelle un purpose, c'est-à-dire un espèce de truc un peu plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse et qui nous inspire et qu'on a besoin de suivre pour se sentir pleinement vivant. Et en fait, ça, on peut se dire, ouais, ok, fine, mais comment est-ce qu'on le trouve? Eh bien, ça, en fait, tout commence par votre mission, la mission de l'entreprise. En fait, moi, le premier conseil que je vous donnerais, eh bien, c'est de réfléchir. Alors, ça peut être vous dans votre coin, mais c'est mieux si vous le faites avec des personnes qui sont proches de la tête de la pyramide chez vous, on va dire. C'est comprendre comment vous pouvez parler de votre mission en des termes inspirants. Par exemple, si vous dites, j'en sais rien, moi, chez nous, bah voilà, on est une entreprise spécialisée dans la vente de boîtes de petits pois. Vous allez exciter personne. Si vous expliquez que bah, vous rendez accessible au plus grand nombre, je sais pas moi, une nourriture nutritive et ainsi de suite, c'est déjà un peu différent. De la même manière, voilà, ça c'est des choses qu'on peut appliquer à toutes les entreprises. Après, bien sûr, il faut se creuser la tête plus ou moins quand si on est dans certains business, ça sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, on peut toujours, en se cassant la tête, trouver des moyens inspirants de parler de ce qu'on fait. Donc, quand on réfléchit à ça, c'est se dire pourquoi mon entreprise a le mérite d'exister. Si mon entreprise, demain, elle disparaissait, en quoi, eh bien, ça, quelque part, rendrait le monde moins joli, moins beau. Illustrez-le par des chiffres si vous pouvez, c'est toujours bien parce qu'il y a toujours la partie inspirationnelle quand on présente les choses pour accrocher, attraper le cœur, on va dire, des candidats. Mais après, il faut aussi que ce soit soutenu par des données. Et moi, la chose que je vous conseillerais de faire, eh bien, c'est vraiment de parler justement de votre mission dans vos offres d'emploi. Trop souvent, en fait, quand on regarde des offres d'emploi, on voit justement les mêmes descriptions qui sont rasantes comme tout, du genre société leader sur son secteur de gna gna gna. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un. Franchement, ça excite personne. Enfin, lisez-le vous-même, relisez-vous. Vous n'avez pas envie, ça vous fait pas envie ce genre de truc-là. Alors que si vous communiquez votre mission, par exemple, bon là, c'est un petit extrait de ce qu'on a mis dans une offre d'emploi chez Assessma. À un moment donné, on décrit justement ce qui nous anime, quelles sont nos croyances. Quand vous lisez, ils sont convaincus que le potentiel d'une personne est bien plus puissant et vecteur de succès qu'un simple CV ou qu'une école. Purée, enfin, on a envie d'adhérer à ça. On ne peut pas dire non, moi j'y crois pas, ça m'excite pas. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment trouver votre mission, exprimez-la en des termes inspirants et vraiment, après, utiliser cette mission justement pour engager vos candidats dès les premières lignes de votre offre d'emploi plutôt que de les faire dormir, quoi. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est que cette mission, il faut en parler à vos candidats. Il ne s'agit pas simplement de la coller sur les offres d'emploi. Par exemple, moi, c'est un truc que je vous conseille vraiment, c'est d'en parler même pendant les entretiens. Moi, chaque fois que je fais un entretien, par exemple, avec un candidat, systématiquement, je lui dis, voilà, écoute, on va passer les 30 prochaines minutes ensemble. Et ce que je vais faire de ces 30 minutes, c'est que je vais les utiliser pour t'expliquer pourquoi j'ai créé cette boîte et comment ici on rend le monde meilleur. Et aussi, on va faire un point ensemble en détail sur pourquoi ton rôle ici, alors après c'est quel que soit le rôle, hein, ça peut être un rôle super haut placé, on va dire, dans l'organisation ou un rôle entry level, mais je vais t'expliquer pourquoi ton rôle il est absolument crucial pour la réussite de notre mission. Et quand vous faites ça, alors après, c'est peut-être pas le premier entretien que vous allez faire avec le candidat, mais en tout cas, il faut à un moment donné, soit qu'un manager, soit quelqu'un de la direction, je pense, ait ce discours-là. Est-ce que tu penses que le Covid fait que les candidats vont être de plus en plus exigeants? Ouais, clairement. Franchement, carrément, carrément, carrément. Parce que, en fait, il y a plusieurs choses, si tu veux. Pour moi, encore une fois, ce fait de te retrouver à un moment donné chez toi, bah déjà, voilà, tu es plus ou moins tout seul ou en famille, mais bon, souvent un peu tout seul. Tout le monde a cogité, tout le monde s'est remis en question, tout le monde s'est dit, putain, enfin, purée, mais est-ce que vraiment j'ai envie de continuer, par exemple, à travailler pour cette boîte? Tu te rends compte que ah bah ouais, en fait, je peux peut-être dormir 1 heure de plus le matin, je peux suivre davantage mes rythmes, je peux. Et franchement, il y a même, on a vu que là, les gens travaillent globalement plus, ok, fine, hein, parce que 48 minutes de plus, mais il y a aussi des gens qui travaillent moins et qui sont aussi, voire plus performants. Et à un moment donné, tu vois aussi que pour moi, ça a marqué une espèce de scission, cette crise Covid, où on s'est rendu compte justement que bah, tu as
des entreprises qui étaient prêtes, un peu, tu vois, d'un point de vue digital, mais aussi et surtout du point de vue de leur culture. Et tu as des boîtes, par exemple, qui étaient mais complètement à la ramasse, qui continuaient justement avec des modes de management totalement archaïques. Et à un moment donné, bah, maintenant, voilà, les réseaux sociaux, tout le monde parle un peu de ses expériences. Bah, nous, on en fait partie aussi. Hein. Je veux dire, chez SSR, on a beaucoup communiqué sur notre passage en full remote, sur comment on manage. Et en fait, tu vois maintenant, ça se voit, ça se sent. Et bien évidemment, quand tu es candidat, tu peux plus te dire, ouais, je vais continuer, je vais retourner dans cette boîte qui ne me traite pas forcément bien, dans les conditions ne sont pas forcément terribles, alors que bah, je vois à côté de ça qu'il y a des gens qui ont le droit de se barrer pendant 2 mois à Barcelone et puis de vivre leur meilleure vie tout en continuant à travailler. Et en plus, ils sont payés pour ça et en plus à des salaires parisiens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, clairement, ça va être du point de vue de l'exigence, on voit il y a un gap énorme quoi, qui est en train de Alors, on se voit créer. qu'il y a déjà des changements. Là, on a fait une enquête récente là, sur le télétravail. On a eu un peu plus de 500 réponses. Et il y a quand même 89% des entreprises qui ont décidé d'instaurer durablement le télétravail à hauteur en moyenne de 2 jours par semaine. Alors finalement, on se Oui, demande si cette décision, elle est vraiment, si c'est vraiment l'entreprise qui est à l'origine de cette décision finalement, ou si elle se la voit imposer par la force des choses. ouais, mais tu sais, ça c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, moi je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, tu changes pas pour le plaisir en fait. Tu changes, enfin souvent tu changes parce que tu es forcé de changer en fait. Et c'est comme ça dans nos vies personnelles, c'est comme ça dans nos vies Ouais. professionnelles. Enfin, c'est ultra rare. Tu vois la personne qui se dit, ah tiens, ouais, ok, fine, c'est génial. Je vais laisser mes collaborateurs partir. Je vais leur filer 2 jours de télétravail par semaine. Et en fait, et ils auront le droit aussi que ce soit le lundi et le vendredi. Tu sais, tu as plein de boîtes en fait avant qui se disaient ouais, le remote, enfin le télétravail, c'est une journée par semaine max. Il y en a qui disaient même parfois c'était quelques jours par mois, pas plus. Et surtout pas le lundi, surtout pas le vendredi, parce qu'ils vont en profiter pour faire des week-ends à rallonge et ils vont rien foutre en gros. Et donc, ouais, clairement, moi je suis convaincu en effet que c'est- c'est- ça a changé par la force des choses. Ce 89%, bah, l'enquête d'ailleurs a été vraiment passionnante. Enfin, j'ai dévoré les résultats là quand tu m'as envoyé. Mais ouais, enfin, 89%, non, ça c'est pas juste une conviction. Tout le monde s'est mis à faire confiance à ses collaborateurs du jour au lendemain, quoi. Enfin, autre élément très important, donc bah, changer la culture managériale. On a commencé à aborder un peu le sujet. Donc changer la culture managériale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, personne n'aime être traité comme un sale gosse. Je veux dire, quand on est adulte, enfin, même quand on est enfant, hein, mais quand on est adulte, surtout, on ne supporte pas ça. Et le problème, c'est qu'il y a il y a encore des managers, en tout cas, des managers, des managers, bah, qui considèrent que leur job, c'est d'être un peu le chef du kindergarten ou qui se prennent pour le gars qui est à gauche là sur sur la photo. Et le problème, ben, c'est que c'est pas ça manager en fait. Manager, c'est pas compter les chaises qui sont vides ou qui sont remplies à 9 h et à 18 h pour s'assurer que tout le monde est là au bon moment. C'est pas traquer ses collaborateurs pour savoir combien d'appels ils ont fait dans la journée exactement. C'est pas non plus considérer par défaut que les gens sont mauvais et qui vont chercher à vous avoir, à vous mentir, que ce soit sur leur temps de travail ou ce genre de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est vraiment le bouleversement de paradigme, c'est que, enfin, moi, je considère que ça a toujours été comme ça, mais en vrai, c'est vraiment en train de switcher. Il faut comprendre que le manager, il n'est pas là pour expliquer la vie à ses collaborateurs, à ses collaboratrices. Il est au service des autres. Mais vraiment, hein, je l'ai souligné, le haut service, il est au service de ses équipes, de ses collaborateurs, de ses collaboratrices. Donc, un des rôles fondamentaux, selon moi, du manager, c'est d'expliquer le pourquoi. Et ça rejoint notre histoire de sens, notre histoire d'être inspiré. En fait, à un moment donné, si je ne comprends pas pourquoi mon job et en quoi mon job est, enfin, pourquoi il est important et en quoi il est lié au travail des autres, à la mission plus vaste de l'entreprise et comment je ne suis pas simplement qu'un petit numéro, un petit rouage dans le système, mais comment mon rôle, il est crucial, ben, en fait, ça ne peut pas aller, encore une fois, donner du sens. Mais également, et ça c'est hyper important aussi, fixer des objectifs clairs, bien définis. Alors ouais, ça ressemble un peu au 101 du recrutement, à l'ABC du recrutement, hein, les trucs de base, mais ça, on se rend compte, par exemple, d'autant plus dans le contexte de remote, c'est ultra important.
Parce que quand on est en remote, des fois, on peut se retrouver à bosser. Si je me lève le matin à 6 heures, je peux peut-être commencer à bosser à 7h30. Et puis, si je regarde pas ma montre, je peux arrêter à 8 heures du soir, à 9 heures ou à 10 heures, quoi. Donc, fixer un cadre clair pour savoir concrètement qu'est-ce qui est attendu. Il n'y a pas besoin du manager qui revienne toutes les 5 minutes lui dire: t'as fait ci, t'as fait ça, ceci, cela. Si j'ai mon cadre, je suis un adulte, je suis grand, je suis capable de me positionner par rapport à ce cadre. Et bien sûr, faire en sorte que chacun, que chacune ait les moyens de faire son travail. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, ça, c'est sans doute. Oui, j'ai l'impression que je dis que tout est crucial, mais ça, c'est vraiment, c'est radicalement important. C'est prévenir, résoudre les difficultés lorsqu'elles se présentent. Moi, je dis souvent au manager, ça se fait faire. Votre job, c'est ici, d'un côté, il y a les gens avec lesquels vous bossez. De l'autre côté, il y a les tâches à réaliser, les missions à faire. Votre job, c'est de prendre tout ce qui est au milieu qui peut les emmerder, qui peut les entraver, et bam, 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 de déblayer pour eux. En fait. C'est vraiment, vraiment ça. Faire en sorte que les gens aient les moyens et puissent faire leur travail. Et si jamais il y a des difficultés, au pire, on les résout quand elles arrivent, et au mieux, on les prévient, on fait en sorte qu'elles n'arrivent pas. Donc, en résumé, si on veut le résumer en trois choses, au niveau du management, ça serait fixer le cadre. On met la personne sur la bonne trajectoire, comme une fusée, on le met bien. Faciliter, donc faire en sorte qu'elle ait à se soucier de rien d'autre que de faire son job. Elle n'a pas besoin de se prendre la tête avec, je sais pas, des process lourdingues ou des tensions entre tel ou tel service. Et aussi développer, donc accompagner son développement, lui permettre de progresser, toujours proposer une mission où on va créer un stretch, c'est-à-dire un petit écart entre où elle est aujourd'hui, ce qu'elle est capable de faire, et où est-ce que vous voulez la voir arriver. On parle en psychologie du développement de ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire en gros, il y a où je suis ici et c'est quoi la zone maximale que je peux viser sans me retrouver complètement démuni et où waouh, le gap me semble trop gros. Et vraiment, je pense que le manager, la manager en fait, qui a cette capacité à bien identifier la zone proximale de développement de ses collaborateurs, a clairement tout compris et va clairement se retrouver avec des gens qui seront en croissance permanente. Troisième élément qui me semble hyper important, c'est embrasser la remote culture. Donc, c'est quoi la remote culture? En fait, c'est tout simplement le fait de se dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens, tous, on peut se demander pourquoi est-ce que je travaillerais à Paris quand je peux travailler n'importe où en France, éventuellement n'importe où en Europe, et pourquoi pas n'importe où dans le monde. Alors bien évidemment, après ça dépend, est-ce que vous devez bosser sur les mêmes fuseaux horaires que les autres, est-ce que vous devez être debout au même moment que vos clients, mais le corollaire aussi, c'est de se dire quand on est recruteur, pourquoi est-ce que je devrais recruter en France, à Paris, alors que je pourrais recruter en France, en Europe, voire dans le monde entier. Ça se trouve, en vrai, votre meilleur futur développeur, il est peut-être au Chili, votre meilleur sales, il est peut-être en Russie. Votre meilleur, je sais pas, comptable, je ne sais quoi, se retrouve peut-être à Lille et pas à Paris. Enfin, voilà. Au fond, le monde est ouvert. On vit dans un monde qui est globalisé. On a les moyens technologiques depuis plus d'une dizaine d'années de travailler. Là, à distance, cette crise, elle a fait que ça se démocratise. Les gens sont prêts à le faire, en fait. Et vous auriez sûrement à y gagner, à élargir votre talent pool. On est tous confrontés au même problème. Je veux dire, quand on recrute, on fait sa petite offre d'emploi, son machin, on fait sa chasse. Mais franchement, on en chie tous pour trouver des candidats, quoi. Donc, à un moment donné, et si on arrêtait de se mettre des critères purement géographiques qui ne font au final pas sens? Et donc, ça va vous permettre d'élargir votre pool de candidats. Ça va vous permettre également, ça c'est un peu l'effet second, renforcer l'engagement, la loyauté de vos collaborateurs, de vos collaboratrices. Pourquoi? Parce que une boîte qui vous permet de vivre votre meilleure vie, c'est-à-dire, non, tu n'es pas obligé d'être à Paris pour avoir un job de rêve, tu n'es pas obligé d'être à Lyon pour avoir un job de rêve. Si jamais tu veux, je sais pas, moi, habiter au fin fond de la Lozère ou je sais pas où, tu peux le faire, tu peux habiter près de la mer. En fait, ça c'est forcément, on a des gens qui vont être beaucoup plus loyaux ensuite vis-à-vis de l'entreprise. Alors, il y a Denis qui nous dit ce que vous décrivez est un bel idéal auquel certes tous aspirent, mais combien de dirigeants, recruteurs, managers procèdent ainsi? Quels sont les freins? Moi, j'ai envie de répondre que
les freins, ils sont effectivement, il y a pas mal de dirigeants d'entreprise qui sont dans un mode de gestion même encore paternaliste, avoir les gens à côté d'eux, etc. Et comme l'a dit David depuis le début, en fait, par la force des choses, tout ça, ça va amener les entreprises à réfléchir et à changer. Moi, je connais déjà des DRH aujourd'hui qui voient leurs effectifs démissionner et qui n'arrivent plus à recruter. Tout simplement parce que, par exemple, ils ont décidé de ne pas mettre en place le télétravail et de faire revenir tout le monde. Donc, ils ont eu une levée de bouclier en interne et là, ils ont une grosse problématique de productivité parce qu'ils ont des postes vacants, ils n'ont pas de candidats parce qu'ils n'ont pas fait évoluer la culture d'entreprise, la culture managériale et que la direction fait tampon en pensant qu'ils vont pouvoir revenir à ce qui se passait en 2018-2019. Mais dans la réalité, c'est plus possible. David. Ah mais carrément, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu sais ce que tu décris, en fait, nous on le voit aussi. Enfin, on le voit, voilà. Tu sais, quand forcément on rencontre pas mal d'entreprises et tout, et celles qui se sont dit, allez les gars, la récré est finie, maintenant, on revient bosser. Non mais tu sais, enfin, c'est une anecdote, mais j'avais une personne avec laquelle je discutais qui me disait, David, quand même, il y a mon boss qui m'a demandé de revenir pour assister à une réunion, et en fait, j'étais le seul dans mon petit bureau de la Défense, là, avec mon ordi, ma webcam. Les autres, ils étaient dans leur bureau ailleurs en France, derrière leur webcam. Ça n'a aucun sens, c'est débile. Pourquoi tu vas faire 2 heures de trajet par jour à quelqu'un pour lui demander de se poster derrière sa webcam alors qu'il pourrait le faire depuis chez lui à un moment donné? Et pour répondre à Denis, en fait, c'est Denis, hein, je crois, qui a posé la question. Ouais. En fait, aujourd'hui, on estime à 10% environ. Alors, j'ai plus le nom de l'étude, mais je l'ai lu hier en terminant de préparer ça. Donc, je vais essayer de le retrouver. On estime à 10% environ le nombre de boîtes qui envisagent de recruter des collaborateurs en full remote, en full télétravail. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a eu là le gros bouleversement de cette crise, bam bam, qui a tout chamboulé. Mais il faut bien se dire aussi comment dire, quand il y a une force de changement qui pousse pour la transformation du monde, il y a toujours une force à peu près équivalente, eh bien, qui va aller en résistance. Pour empêcher justement ce changement d'advenir. Et ça, on s'en rend compte dans tous les domaines de la vie, en fait. Hein. C'est pas que dans le cadre du travail. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, en fait, c'est que il ne faut pas oublier qu'il y a plein de phénomènes. Par exemple, quand l'Internet est arrivé, alors bon, je fais un parallèle, hein, mais en fait, il y a plein de gens qui se disaient ouais, l'Internet, c'est de la connerie, c'est un truc d'informaticien, Bill Gates qui nous dit que ça va être les autoroutes de l'information et tout. Le mec, c'est un fada. Non, c'est pas un fada en fait. Quelques années après, 20 ans après, je veux dire, on est tous sur Internet. Le truc est complètement pervasif. Ça a transformé, mais de manière radicale, non seulement notre manière de consommer de l'information, mais notre manière de penser même. C'est-à-dire qu'on pense plus de la même manière. Quand on parlait, un autre exemple, mais recrutement prédictif, quand on a introduit le truc en, je sais plus, ça devait être 2013, 2014, les gens nous disaient, ah, vous êtes des tarés, non mais ils veulent nous transformer en robots avec des boutons sur lesquels on appuie, des algorithmes. On veut dégager les recruteurs. Bah ouais, mais sauf que en 2021, bah non, c'était pas ça. Et en plus, bah maintenant, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait rentré dans les mœurs. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'une tendance émerge, c'est pas parce qu'il y a des forces des oppositions de résistance que ça veut dire que c'est pas possible, c'est compliqué. Moi, je dis toujours, hein, quand on parle de remote avec des dirigeants ou autres, je leur dis toujours, les gars, vous savez, c'est quoi le premier frein? Il est là-dedans, il est dans votre tête, en fait. C'est-à-dire que les outils, on les a depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et les gens, ils sont prêts à le faire. En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est faire confiance. C'est arrêter de vous dire que le collab, qui est d'habitude dans son bureau au 4e sur sa petite chaise, arrêtez de vous dire qu'il va être vautré dans le canapé en train de bouffer des pizzas et de boire de la bière toute la journée en regardant Netflix. C'est pas vrai, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y a pas mal de commentaires sur le fait que, effectivement, ça s'applique à certaines populations qui peuvent télétravailler. Mais est-ce que, alors il y a beaucoup d'autres secteurs, on nous parle hôtellerie, restauration, les hôpitaux, etc. Si on pense à l'hôtellerie-restauration, on a eu aussi un bouleversement. Moi j'imagine, alors je connais même un certain nombre de serveurs, serveuses qui ont du mal à revenir à leur job aujourd'hui. Parce que tout simplement, pendant le Covid, pour la plupart, ils étaient payés à rester chez eux et aujourd'hui, on leur demande, pour quasiment le même salaire, de retourner bosser.
sur des métiers qui sont assez fatigants, assez difficiles. Euh, donc je pense que sur ces types de métiers, par rapport au sujet d'aujourd'hui, effectivement, la solution, c'est pas le télétravail, mais pour autant, il y a quand même un bouleversement parce que toutes ces personnes, l'enjeu, c'est de recréer de l'engagement et de la motivation. Ouais, clairement, clairement, absolument, ouais, ouais. Parce que là, je lisais les commentaires en diagonale. Il y avait une remarque qui disait, ouais, mais dans la production, dans la vente de produits, où il doit y avoir une démo, bah, j'ai envie de dire, bah ouais, s'il faut être sur un site, il faut être sur un site. Et qu'est-ce qu'on y peut? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on a un tiers de la population qui peut le faire et qu'on a deux tiers de la population qui ne peut pas le faire, en fait, qu'il ne faut pas justement réfléchir dans ce cadre-là et faire tout ce qu'on peut faire pour les personnes pour lesquelles on peut le faire, en fait. Je pense que c'est hyper important de bien justement penser les différents métiers comme ça, quoi. Donc, on va renforcer l'engagement des collaborateurs et bien évidemment, on va développer une attractivité, mais sans précédent. C'est-à-dire Alors, que David, mettez-vous dans le... Ouais, je ouais, te je t'en coupe prie. juste un instant par rapport. Il y a plusieurs commentaires là, de personnes qui disent que oui, qu'en fait, les entreprises à Paris ont instauré le télétravail et en province, c'est pas pareil, et puis en province, c'est plus compliqué, etc. Bah, c'est faux en fait. Parce que dans l'enquête qu'on a menée, on a autant de sociétés à Paris qu'en province. Et en fait, il n'y a pas d'écart. C'est les mêmes moyennes, c'est les mêmes décisions d'entreprise de mettre en place du télétravail. Donc, dans la pratique, peut-être vous, votre entreprise l'a pas mise en place, Ouais. mais dans les 89% de boîtes qui ont décidé de le faire en France, on n'est pas sur une enquête parisienne. Hein. Les lecteurs de Maillard Achat ne sont pas centralisés à Paris. Hein. On est vraiment sur toute la France, donc c'est très représentatif. Ouais, et puis même, tu sais, pour appuyer enfin, la remarque que tu viens de faire, moi, je vois, j'ai des potes qui sont CEO, enfin, qui sont dirigeants de boîtes dans la tech à Paris, et il y en a plein. Je veux dire, quand ils ont pu faire revenir les gens, ils ont fait revenir les gens en disant, non, mais c'est hyper important, une entreprise, c'est un collectif, on a besoin de voir les gens, la créativité, ça se passe autour de la machine à café, la pire connerie que j'ai jamais entendue de ma vie, et tu vois, tout ce genre de trucs. Et à un moment donné, se dire, mais en fait, c'est pas une question de boîte technologique ou de boîte qui fait de la prod ou de boîte à Paris ou de boîte. En fait, c'est un mindset, c'est dans la psychologie des individus. Si à un moment donné, à la tête d'une entreprise, on a quelqu'un qui est très contrôlant, qui a recruté des gens qui sont très contrôlants, on aura une entreprise qui sera très contrôlante. Et cette entreprise très contrôlante, bien sûr, elle peut être à Narbonne ou à, je sais pas où, à Perpignan, mais elle peut aussi être à Paris, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Elle peut être dans ce qu'on appelle le Silicon Sentier à Paris. Hein. Moi, j'en connais qui sont là-bas, ils sont terribles, quoi. Un, un truc qui est important quand on parle de remote, c'est d'être ultra clair sur la politique de remote. Et c'est-à-dire que si vous proposez du full remote, dites-le. Si vous proposez une journée seulement, dites-le aussi. Si c'est 3 jours max, dites-le aussi. Mais surtout, ne pas faire croire aux gens des choses en entretien. Parce que moi, on rencontre des candidats qui nous disent, ouais, on nous avait vendu tant de jours de remote, puis on est arrivé, en fait, ils font revenir tout le monde. Finalement, il y a plein de conditions. Justement, par exemple, il ne faut pas le vendredi, il ne faut pas le lundi. En fait, il faut être clair, quoi. Ça sert à rien de mentir. De toute façon, c'est ce que les gens vont vivre à un moment donné. Donc, voilà, être extrêmement clair, l'afficher sur votre site, dans vos offres. Vraiment, hein, enfin, vous pouvez en faire un élément distinctif. Moi, je suis convaincu que vu l'impact que ça a eu, la transformation que ça a eu sur les mindsets des candidats, la mindset de toutes et tous, même hein, nous tous là qui sommes dans ce webinaire, on voit comment ça a transformé notre vie, notre rapport au travail. Les candidats, c'est la même chose. Si je vous proposez quelque chose de sexy, voilà, faut le dire, quoi. Et enfin, le quatrième conseil que je vous donnerai, eh bien, c'est de miser pour de bon, pardon, sur le potentiel. C'est-à-dire, tout le monde parle de recruter sur les soft skills, blablabla, bla, bla, c'est important, il n'y a pas que le CV dans la vie. Ouais, 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 ouais. Mais le truc, c'est que, comme dans tout, comme pour tous les phénomènes, il y a la théorie, on en parlait avant, et il y a ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on se rend compte, ah ouais, le monde, il a été secoué depuis 18 mois. En fait, il y a un terme pour décrire ce qu'on a vécu,
qui a été créé par l'armée américaine, qui est le terme, ce qu'on appelle VICA. VICA, c'est quoi? C'est un acronyme, en fait, eh bien, qui permettait de décrire les conditions dans lesquelles allaient évoluer les forces armées voilà, quand c'était un peu compliqué. Et donc, VICA, c'est pourquoi? C'est pour vitesse, c'est-à-dire on se rend compte que, purée, ça change, et ça change vite, de plus en plus vite, il faut suivre le rythme. Il y a de l'incertitude, c'est-à-dire on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Franchement, cette crise Covid, par exemple, on n'était pas prêt, en fait. Il y a plus de complexité. On sait très bien qu'on est bombardé d'informations chaque jour qui viennent de part et d'autre, de partout dans le monde. Il y a des informations qui sont justes, des informations qui sont fausses, il y a des informations qui sont à valeur ajoutée, d'autres qui sont purement du bruit, et également l'ambiguïté, c'est-à-dire c'est pas toujours très évident, c'est pas toujours très clair la manière dont on doit justement donner du sens et utiliser ces informations. Et donc, ce que ça veut dire, ce que ça nous a montré, c'est que pour le futur, on n'a pas seulement besoin d'un plan. Bien évidemment que quand on a une boîte, quand on veut atteindre des objectifs ambitieux, quand on veut réaliser quelque chose de grand, il faut un plan et un plan béton. Mais on a besoin aussi et surtout d'être capable de s'adapter. Parce que votre plan, c'est fine, mais à un moment donné, si ça change, il faudra arriver à faudra arriver à adapter votre stratégie. Je ne sais plus, je crois que c'est Mike Tyson qui disait on a tous un plan until we get punched in the face. On a tous un plan jusqu'au moment où on se prend une patate, en fait, quoi. Et ben, là, c'est exactement ce qui s'est passé pour pas mal d'entreprises. Donc, voilà, s'adapter constamment. Et donc là encore, hein, bien comprendre que les compétences techniques, bien évidemment, c'est important. Recruter sur le potentiel, ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à cirer des compétences techniques. Bien sûr, c'est important. Bien sûr qu'on va les prendre en considération. Mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec les capacités d'adaptation. Les compétences techniques, on peut les acquérir. Les capacités d'adaptation, c'est un truc qui est beaucoup plus engrammé quand même dans le mode de fonctionnement psychologique des individus. Et si jamais j'ai une rigidité mentale, si jamais je ne supporte pas le changement, si jamais je suis intolérant à l'incertitude, franchement, ça va être complicado. Donc, voilà. Toujours, quand on parle de soft skills, quand on parle de potentiel, aller au-delà simplement de ce concept, hein, on entend beaucoup parler de l'intelligence émotionnelle, les comportements. Ouais, c'est bien. Mais en fait, le potentiel, c'est la combinaison de 3 facteurs clés. On y retrouve les capacités cognitives. Donc là, on est vraiment dans le domaine intellectuel. Et donc, il faut bien se dire que oui, la perso, c'est important. Oui, les motifs, c'est important. Mais les capacités cognitives, quand on est dans un monde complexe, dans un monde où il faut analyser l'info, c'est juste crucial. Les motivations, cruciales parce que c'est ce qui va, ce qui va nous driver au quotidien. C'est aussi ce qui va ce qui va nous donner notre énergie, donc ce qui va nous mettre en mouvement. Et la personnalité, parce que la personnalité définit nos comportements naturels, ce qu'on va adopter en situation normale, en situation de stress. Et ça ne sert à rien de recruter quelqu'un en s'attendant à ce qu'il présente des comportements, par exemple, qui vont vers la droite, si lui, tous les matins, quand il se lève, il a envie de courir à gauche. En fait, la personne pourra s'adapter un peu, mais à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Donc, on va pouvoir combiner ces 3 éléments. Donc aujourd'hui, on sait faire ça, hein. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on identifie du coup automatiquement, une fois que les personnes ont été évaluées sur les 3 facteurs, quels sont les talents naturels des individus. Et ensuite, en utilisant justement les moteurs d'intelligence artificielle, on a aujourd'hui la possibilité de faire des analyses objectives. Imaginez-vous, vous avez 10, 15, 20, 50, 200, 2000 candidats qui ont passé, qui complètent leur profil à Cessna. Vous pouvez les faire passer dans un entonnoir, un peu comme ça, c'est-à-dire on les compare à ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire un modèle de la réussite qui a été construit chez vous, pour chez vous. Et ça va permettre, cette analyse objective, de faire des prédictions, c'est-à-dire pour chaque personne, il va ressortir un score. Alors, il n'y a pas qu'une note, hein, je vous rassure, il y a plein de détails dans tous les sens, mais en gros, vous avez un score de 0 à 100%, et qui vous dit, voilà, quelle est la probabilité que la personne réussisse son poste, soit engagée dans votre job, dans le job que vous proposez, et le fit avec votre culture. Quelle est la probabilité pour que la personne ait un fit naturel, s'entende bien avec la ou le futur manager, avec l'équipe en place. Aujourd'hui, on est capable de faire ce genre de choses.
Et bien évidemment, tout ça, c'est fait de manière totalement automatisée, mais il va de soi que la décision finale, c'est vous qui la prenez, c'est vous qui allez recruter, c'est vous qui allez valider ou pas cette mobilité, c'est vous qui allez décider de mettre cette personne dans cette équipe, qui allez nommer telle personne high potential ou pas. Et derrière, là où c'est vraiment smart, c'est que on ne s'en tient pas juste à vous donner des infos qui vont vous permettre de prendre la décision, mais une fois que la personne a été recrutée, une fois qu'elle a eu sa mobilité, vous observez les résultats qu'elle fournit sur le terrain, c'est-à-dire est-ce que ça se réalise ou pas, la prédiction, et derrière, vous allez pouvoir remettre ces infos dans le système de manière à pouvoir optimiser le système en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, plus vous utilisez le système, plus il devient smart, intelligent, et plus vous allez pouvoir faire de meilleures prédictions. Et donc, juste un petit point sur les résultats du recrutement prédictif. Ce qu'on observe aujourd'hui au sein des entreprises qui ont déployé cette nouvelle approche, qui va au-delà des compétences techniques, c'est qu'en moyenne, on a des collaborateurs qui sont plus performants, qui performent aussi plus vite, donc jusqu'à 2 fois plus vite et jusqu'à 30% plus performants. Des managers opérationnels, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles vous recrutez, forcément, qui vont être plus heureuses parce que vous leur envoyez des candidats et des candidates en gros, où ça colle. Il n'y a plus ce truc où on voit le candidat ou la candidate arriver et on se dit « What the fuck? Wow, l'entretien va être long, là. Là, il y a 30 minutes à passer avec la personne, alors que je vois très bien que ça ne fonctionne plus. » Et enfin, un turnover en baisse, donc entre moins 10 et moins 50% en fonction des boîtes et en fonction de est-ce qu'on le mesure à 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc, pour résumer, si j'avais vraiment 4 conseils à vous donner, mais vraiment pour agir au niveau fondamental et vous permettre quelque part de transformer en profondeur votre entreprise et lui permettre de devenir plus attractive et de ce fait d'attirer de meilleurs talents et surtout de les garder, c'est on fait de l'entreprise, on refait de l'entreprise un espace de sens où on va donner du meaning, on va donner du purpose, on va donner une raison à la personne, on va lui donner quelque chose de plus grand qu'elle qui va l'inspirer. Changer la culture managériale, donc on passe du command and control à l'empowerment, la responsabilisation, l'autonomisation et une culture de la confiance. On embrasse pleinement la remote culture. On comprend qu'à un moment donné, ce n'est pas juste une petite tendance ou un petit truc lié au Covid, mais c'est vraiment quelque chose de fond. Ça s'inscrit dans une transformation radicale c'est le socle de notre société, de notre manière de collaborer, de travailler ensemble, qui est en train de changer. Et enfin, on regarde les gens, en fait, quoi. On arrête de regarder juste le petit bout de papier ou le PDF qui est leur CV, en fait. On s'intéresse à qui ils sont, on mise pour de bon sur le potentiel. Voilà ce que j'avais à dire, enfin ce que je voulais partager en tout cas sur le sujet. Donc j'espère que ça a été éclairant et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, en tout cas d'essayer d'y répondre. Bon, c'était parfaitement clair. Je pense que le point qui ressort le plus quand même de cette crise, c'est la perte de sens des collaborateurs. Et effectivement, il y a assez peu aujourd'hui d'entreprises même qui ont travaillé réellement sur leur culture d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont des embryons de culture, qui l'ont fait plus d'un point de vue marketing, mais c'est pas réellement appliqué dans la réalité. Donc, le vrai travail aujourd'hui, je pense notamment aux entreprises qui vont pas pouvoir mettre en place le télétravail, c'est effectivement de trouver des leviers pour redonner du sens, donc un sens global. C'est quoi l'entreprise, c'est quoi notre rôle? Ça peut être des actions tournées autour de la RSE, d'autres sujets, etc. Mais aussi expliquer aux collaborateurs et aux collaboratrices réellement la valeur ajoutée de leur fonction, de leur job. C'est quoi ta place dans l'entreprise? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu nous apportes comme valeur? Je pense que c'est aussi important d'être plus accompagnant sur des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont souvent oubliées. Carrément, et tu vois, en fait, là, je suis content que tu soulignes un peu le bazar, là, le truc, parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent écouter cette 13 et se dire, ouais, l'excité, là, il nous raconte des trucs, c'est bien, mais en fait, c'est bien pour les conneries de boîtes de start-up, les boîtes qui sont à Paris, blablabla. Non, non, les gars, le remote, c'est un élément parmi 4. Donner du sens. Tout le monde peut le faire. Être dans une culture justement de l'empowerment où on fait confiance aux gens, où on respecte ses collaborateurs, où on fait en sorte de leur permettre de bien faire le travail. Tout le monde peut le faire. Le fait de s'intéresser au potentiel des individus, de les recruter pas seulement sur les compétences techniques, tout le monde peut le faire.
que vous recrutiez une personne qui va un data scientist en startup ou un gars qui retourne des steaks dans un fast-food. Il n'y a pas de problème. Hein, et qui peut se retrouver à Montauban ou je ne sais où. Quoi. C'est hyper important de bien comprendre ça. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions à nous soumettre? David, est-ce que tu peux, toi, envoyer la présentation aux gens ou... Oui, carrément, bien sûr. Oh, je peux l'envoyer, ouais. Avec plaisir. Il faudra juste que j'optimise un peu les images parce qu'elles pèsent 3 tonnes, je crois. Mais je vais envoyer ça, ouais, avec plaisir. Bon, bah super. Écoute, il n'y a pas de questions supplémentaires. Hein. De toute façon, c'était très clair. Et puis de toute façon, si jamais il y a d'autres questions, que les personnes n'hésitent pas à nous solliciter. De toute façon, moi je suis pas mal sur LinkedIn, sur différents réseaux, mais LinkedIn, c'est voilà, forcément, hein, comme tout le monde, comme tous les gens qui bossent. Donc le réseau des patrons chiants, ils appellent ça. J'ai vu ça hier. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez me demander en contact, on peut échanger par MP ou sur le compte d'Assess First. Enfin, voilà, on discute, on échange beaucoup sur ces sujets-là, donc ça sera toujours avec un grand plaisir. Alors, on fait une matinale sur la thématique du bien-être entreprise le jeudi 21 octobre. Hein, c'est dans la section agenda de Mayer Ashline. Le programme n'est pas complètement terminé, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Je proposais à David de venir, il m'a pas encore répondu, mais j'espère qu'il va se libérer pour cette date. La stratégie pour que je lui renvoie la propale tout de suite, quoi. Non, mais t'es invité, David, le 21 octobre. Ah, ok. Eh ben, merci à toutes et à tous. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay en début de semaine prochaine sur Mayer Ashline. Merci, David. Merci Christophe, merci à toutes et à tous. À plus. Allez, bonne journée. Au revoir.